Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Matthew Winkler est né en novembre 1974, dernier né de la famille Winkler. Avec son frère aîné Daniel, il a grandi dans la petite ville de Huntingdon, dans le Tennessee, un endroit où la population ne dépassait pas les 5000 habitants. Dans cette ville modeste, les Winkler n'étaient pas des inconnus. Leur nom était synonyme de foi, dévouement et respect. La famille Winkler portait une longue tradition religieuse, une lignée de pasteurs et de serviteurs de Dieu. Le grand-père de Matthew, un représentant du clergé chrétien, avait marqué son époque. Il dirigeait également une école pour prédicateurs dans cette ville et était l'auteur de plusieurs ouvrages de théologie biblique. Puis vint le père de Matthew, Dan Winkler, un homme qui marchait dans les traces de ses ancêtres. Dan avait commencé sa carrière de prédicateur 5 ans avant la naissance de Matthew. C'était un homme strict qui croyait fermement que la foi et la discipline forgeaient le caractère. Encore adolescent, Dan avait entrepris la construction d'une église, un projet qui s'était achevé lorsqu'il était à l'université. Peu après l'obtention de son diplôme, il était devenu pasteur et avait rencontré la femme qui allait partager sa vie, Diana. Mariés en 1970, ils avaient bâti une famille solide, mais nomade. En raison du travail pastoral de Dan, les Winkler déménageaient fréquemment. Chaque nouvelle ville était un défi, mais ces déplacements ont renforcé la famille, les unissant dans une structure stricte, presque hiérarchique. Finalement, la famille a posé ses valises à Austin, au Texas, où Matthew a pu vivre une adolescence plus stable. C'était un jeune homme sportif et plein d'énergie. Il adorait le football et passait des heures à s'entraîner à la salle de sport. Mais Matthew n'était pas qu'un athlète. Il avait aussi un esprit créatif, ce qui l'amenait à participer avec enthousiasme aux spectacles de marionnettes organisés par l'Église. Charismatique et aimable, il était apprécié de ses camarades de classe et jouissait d'une popularité naturelle. Contrairement à son frère Daniel, qui brillait par ses résultats académiques, Matthew se distinguait par sa présence chaleureuse et son esprit communautaire. Après ses études secondaires, ses parents l'ont invité à servir au sein de l'Église, un passage obligé pour un jeune homme issu d'une lignée de prédicateurs. C'est là que Matthew a fait ses premiers pas vers ce qui allait devenir sa vocation, celle de pasteur. Il a ensuite rejoint la Freed-Hardeman University à Henderson, au Tennessee. Cette université moderne proposait une approche innovante des traditions chrétiennes, ce qui attirait les jeunes croyants, en quête d'un équilibre entre foi et modernité. Pour les observateurs extérieurs, la famille Winkler était l'exemple parfait d'une famille pieuse et unie. Mais derrière cette façade, Dan, le père, imposait une discipline de fer. Les règles étaient claires, strictes, presque militaires. Il pensait que c'était la meilleure façon d'élever ses fils dans un monde rempli de tentations. Et dans un sens, cela a fonctionné. Matthew Winkler a grandi avec des valeurs solides et une foi inébranlable. En 1993, les Winkler ont déménagé une fois de plus, cette fois vers la grande ville de Nashville, au Tennessee, où Dan a servi comme prédicateur pendant 11 ans. C'est là que la vie de Matthew a pris un tournant décisif. Quelques mois après son arrivée à Nashville, il a rencontré Mary Carol Freeman, une étudiante modeste et charmante d'1 an son aînée. Entre eux, l'étincelle a été immédiate. Leur relation a progressé à une vitesse fulgurante. Au bout de 3 mois, Marie a annoncé à ses parents qu'elle souhaitait leur présenter son petit ami. La rencontre s'est déroulée à merveille. Le jeune Matthew a fait bonne impression sur la famille religieuse de Marie. Souriant, poli et respectueux, il incarnait tout ce que des parents pouvaient souhaiter pour leur fille. Quelques mois plus tard, Matthew a fait sa demande en mariage. Marie a dit oui, et le 20 avril 1994, ils se sont unis pour la vie. Mary Carol Freeman est née en 1973 à Knoxville, dans le Tennessee. Elle était la fille aînée d'une famille profondément religieuse, où le père, pasteur à l'Église du Christ,
imposait une discipline rigoureuse. Chez les Freeman, la parole du père était loi, et l'obéissance, une vertu non négociable. La vie de Marie a pris un tournant particulier avec la naissance de sa petite sœur, Patricia. Dès le début, Patricia a été confrontée à d'énormes défis, paralysie cérébrale, méningite spinale et encéphalite. Le verdict était lourd. Malgré des efforts inlassables, Patricia n'a jamais pu comprendre pleinement le monde qui l'entourait, bien qu'elle ait appris à lire. Pour Marie, Patricia n'était pas un fardeau. C'était sa petite sœur adorée. Elle dormait même à ses côtés pour la rassurer. Leur lien était indéfectible. Mais le 15 avril 1987, alors que Patricia prenait un bain, elle a été victime d'une crise cardiaque. Elle n'avait que 11 ans. Ce jour-là, le monde de Marie s'est effondré. À 13 ans, elle s'est retrouvée face à un chagrin immense, trop lourd pour ses épaules d'enfant. Elle a dû consulter un psychologue scolaire qui a tenté de l'aider à surmonter cette douleur. Mais lorsque son père l'a appris, il s'est emporté. Selon lui, personne d'extérieur ne devait s'immiscer dans les affaires de sa famille. Il a exigé que les séances s'arrêtent, affirmant qu'il s'occuperait personnellement du chagrin de sa fille. En réalité, Marie a été laissée seule face à sa douleur, sans aucun soutien émotionnel. Le résultat ? Un trouble de stress post-traumatique, une série de blessures psychologiques qui la suivraient toute sa vie. Pendant ce temps, une autre tragédie se jouait. Shannon, la petite fille que les Freeman avaient brièvement accueillie comme enfant adoptif, avait été renvoyée chez ses parents biologiques, mais les problèmes au sein de cette famille ont recommencé. Les services de protection ont cette fois retiré définitivement les enfants. C'est ainsi que les Freeman ont pu adopter Shannon et ses 4 frères et sœurs. Pour les parents de Marie, c'était un rêve devenu réalité. Ils avaient enfin une grande famille, unie sous la même foi. Marie, en tant qu'aînée, a endossé ce nouveau rôle avec bienveillance. Elle aidait sa mère, guidait ses frères et sœurs adoptifs et semblait pour la première fois trouver sa place dans cette famille recomposée. Mais alors qu'elle continuait d'apporter son aide à la maison, Marie a rencontré Matthew Winkler. Entre eux, ce fut un coup de foudre, une romance tumultueuse qui les a rapidement submergés. Leur premier amour intense et naïf les a poussés à brûler les étapes. Ils ont commencé à sécher les cours, préférant passer chaque seconde ensemble. Puis la nouvelle est tombée. Marie était enceinte. La nouvelle a bouleversé leur vie. Encore adolescents, Marie et Matthew ont pris une décision irréversible. Ils se sont mariés. Le 20 avril 1994, ils ont quitté l'insouciance de leur jeunesse pour plonger dans une réalité brutale et imprévisible. Le jeune couple s'est installé dans un petit appartement près des parents de Marie à Knoxville. Matthew, devenu chef de famille, a dû trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins. Il a commencé à travailler sur un chantier, un labeur physiquement éreintant auquel il n'était pas habitué. C'était un choc pour ce jeune homme autrefois charismatique et plein de rêves. Pendant que ses anciens camarades profitaient d'une jeunesse insouciante, Matthew se retrouvait écrasé par le poids des responsabilités. Les journées longues et difficiles laissaient place à des soirées remplies de tensions. Petit à petit, Matthew s'est mis à s'énerver contre Marie. Les disputes éclataient pour des raisons que la jeune femme ne comprenait pas. Elle restait douce, docile, incapable de saisir la source de son amertume. Peut-être Matthew voyait-il en elle un rappel constant des sacrifices imposés par leur situation. Quitter l'école, abandonner ses rêves et travailler dur pour un avenir qu'il n'avait pas vraiment choisi. Ce ressentiment grandissant a marqué un tournant dans leur relation. Ce qui avait commencé comme un amour passionné s'était transformé en un fardeau, une prison pour 2 jeunes âmes qui n'étaient pas prêtes pour cette vie. La vie de Matthew et Mary Winkler a continué d'être marquée par des épreuves qui auraient brisé bien des couples. Après avoir quitté son travail sur un chantier, Matthew a décidé de chercher un nouvel emploi dans sa ville natale. Mais cette période de transition a apporté son lot de nouvelles tragédies. La mère de Marie, pilier de la famille Freeman, a été diagnostiquée d'un cancer. Malgré les soins reçus dans une clinique spécialisée et le soutien indéfectible de ses proches, elle a perdu son combat contre la maladie en avril 1999. Sa disparition a laissé un vide immense dans la grande famille. Pour Marie, enceinte de son 2e enfant, la douleur a été presque insurmontable. Le père de Marie, écrasé par la charge d'élever 5 enfants adoptifs seuls,
s'est tourné naturellement vers elle pour obtenir de l'aide. Les frères et sœurs de Marie, désemparés, la sollicitaient sans relâche. Mais Marie, déjà épuisée, devait jongler entre ses propres responsabilités, son bébé en bas âge et sa grossesse qui avançait. En juin 1999, Marie et Matthew, cherchant à offrir une vie plus confortable à leur petite famille, ont trouvé une modeste maison encore en construction située dans la petite ville de Pegram. Une bourgade de 2000 habitants, à 15 km de l'église où Matthew avait décroché un emploi de pasteur. À la naissance de leur deuxième fille, la famille Winkler a emménagé dans leur nouveau foyer, espérant un nouveau départ. Mais le bonheur espéré s'est vite transformé en cauchemar silencieux. Marie a été frappée par une dépression post-partum qui l'a plongée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Avec ses enfants, à charge, et le rôle de mère qu'elle jouait pour ses frères et sœurs adoptifs, la pression était écrasante. Ses enfants, déjà marqués par un passé chaotique, étaient capricieux et exigeants. Leur comportement agaçait profondément Matthew, un homme à la nature autoritaire, qui exigeait que sa maison soit dirigée d'une main de fer. Marie, tiraillée entre les attentes de son mari et les besoins de sa famille, a fini par rompre ses relations avec ses proches, cédant à la pression constante qui pesait sur elle. Les voisins et connaissances décrivaient Marie comme une femme timide, réservée et presque effacée. Certains la trouvaient même un peu étrange. Elle n'avait que peu de contact avec l'extérieur, ses compétences sociales étant limitées. Mais derrière cette façade calme se cachaient des sautes d'humeur brutales qui ne manquaient pas de provoquer la colère de Matthew. Pendant cette période, Matthew progressait dans sa carrière de pasteur, mais cette réussite ne faisait qu'intensifier les tensions dans leur couple. Marie a avoué plus tard que son mari avait développé une envie d'expérience sexuelle nouvelle qui la mettait mal à l'aise, comme des relations anales. Issue d'un milieu profondément conservateur, Marie voyait ces demandes comme des perversions incompatibles avec sa vision du mariage. Pour Matthew, cependant, c'était l'inverse. Il trouvait que Marie le limitait, que son refus d'explorer ces nouvelles facettes de leur relation était la source de leurs disputes incessantes. Les conflits ont pris une tournure inquiétante lorsque Marie a commencé à se plaindre de violences sexuelles. Elle confiait que Matthew devenait parfois agressif, transformant leur chambre conjugale en un lieu de tension et de peur. Un jour, à la suite d'une dispute particulièrement violente, Marie a invité 2 de ses frères à passer la nuit chez eux. Elle ne voulait pas rester seule avec Matthew, craignant pour sa sécurité. Les 2 jeunes hommes ont passé la nuit avec la famille Winkler, témoins silencieux d'un couple au bord du gouffre. Cette nuit-là a marqué un tournant. Matthew a pris une décision radicale. Il devait quitter Pegram pour s'éloigner de la famille de Marie. À ses yeux, il s'immisçait trop dans leur vie conjugale, attisant les tensions plutôt que d'apporter du soutien. Le déménagement a finalement marqué une accalmie. Loin des pressions familiales, la relation de Matthew et Marie a semblé s'améliorer. Marie a décrit cette période comme étant l'une des plus difficiles de sa vie, mais elle se réjouissait que leur couple ait réussi à surmonter l'épreuve. Elle croyait que cette épreuve les avait renforcés et que, malgré tout, ils avaient préservé leur mariage. Les Winkler avaient une nouvelle chance de recommencer. Après avoir quitté Pegram, ils ont posé leurs valises dans la petite ville voisine de McMinnville. Une maison modeste, de nouveaux voisins, un autre départ pour une famille qui semblait, en surface, chercher la sérénité. À ce moment-là, Marie était enceinte à nouveau. Elle voyait dans cette nouvelle grossesse l'espoir de bâtir enfin la grande famille dont elle avait toujours rêvé. Mais le destin, cruel et implacable, en a décidé autrement. Marie a fait une fausse couche. Cette perte a laissé une cicatrice invisible, mais profonde. Heureusement, dans leur nouveau quartier, les voisins étaient chaleureux, presque comme des grands-parents pour les enfants Winkler. Ils soutenaient Marie dans les tâches ménagères, une aide précieuse pour une femme épuisée par ses responsabilités. Pendant ce temps, la carrière de Matthew continuait de prospérer. Pasteur apprécié par sa communauté, il avait gagné le respect des fidèles grâce à ses sermons passionnés et à ses cours de Bible dans une école chrétienne locale. Il était vu comme un homme positif, un guide spirituel, un modèle de vertu chrétienne. Pourtant, ceux qui travaillaient à ses côtés avaient un tout autre regard sur lui. Certains collègues remarquaient chez Matthew une certaine arrogance,
une tension palpable qui accompagnait son entrée dans chaque pièce. Il semblait dominateur, parfois provoquant, même envers Marie qui venait pourtant chaque jour lui apporter son déjeuner au travail avec une gentillesse désarmante. Sa secrétaire, excédée, s'était même permise de le réprimander pour ce comportement jugé inacceptable pour un homme censé prêcher l'amour et les valeurs chrétiennes. Mais personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière les portes closes du foyer des Winkler. Là, l'image idyllique de Matthew s'effritait. Marie était victime d'abus physiques et, selon ses confidences plus tard, de violences conjugales. Mais comme souvent, elle cachait tout derrière un silence obstiné. Puis vint ce jour où Marie est apparue avec un bleu sous l'œil. Lorsqu'on lui a posé des questions, elle a évoqué un accident. Mais dans cette petite ville où tout se sait, les rumeurs ont commencé à circuler. On murmurait que Matthew, frustré par ses penchants sexuels que Marie refusait de satisfaire, aurait laissé éclater sa colère. Peut-être ces rumeurs ont-elles eu un poids, peut-être étaient-elles justifiées. Ce qui est certain, c'est qu'en 2004, la carrière de Matthew a connu un coup d'arrêt brutal. L'Église locale a décidé de le remplacer, préférant un prédicateur à la réputation intacte. Cette décision a plongé Matthew dans une rage froide. Une fois de plus, il se retrouvait sans emploi, obligé de repartir à zéro. Les Winkler ont quitté McMinnville pour une nouvelle ville, un nouvel espoir. Là-bas, Matthew a trouvé un poste dans une église locale. Cette fois, il était déterminé à soigner son image. Les conflits ne se sont pas fait attendre. Un chien appartenant au voisin d'en face est devenu la source d'un affrontement. Matthew, inquiet pour la sécurité de ses enfants, a menacé de l'abattre, ce qui a rapidement tendu ses relations avec le voisinage, une ombre sur son nouveau départ. Pourtant, dans sa nouvelle église, Matthew avait réussi à reconstruire son image. Loin des rumeurs et des suspicions qu'il avait suivies de McMinnville, il était redevenu l'homme que la communauté voulait voir. Un pasteur attentionné, un mari aimant, un père dévoué à sa belle famille. Brad et Glenn, des amis proches du couple à cette époque, n'y voyaient que du feu. Pour eux, Matthew était un homme respectable, un pilier moral. Il n'avait aucun doute sur son rôle de chef de famille, mais sous cette façade de perfection, les tensions continuaient de gronder. Marie, encore affaiblie par sa dernière grossesse, supportait en silence la pression d'un mari autoritaire et d'une vie marquée par les sacrifices. Pour elle, tout reposait sur un équilibre fragile, prêt à s'écrouler au moindre faux pas. Un jour, les amis proches du couple Winkler se sont réunis pour célébrer leur anniversaire de mariage. Glenn et Brad, deux amis fidèles, ont partagé une nouvelle étonnante. Matthew et Marie avaient acheté un pistolet pour leur protection personnelle. Marie, avec un sourire hésitant, a même confié que son mari l'avait emmenée au stand de tir pour s'entraîner. Elle savait manier une arme. Après tout, ils en avaient déjà une à la maison, et selon eux, disposer de tels moyens de défense était une bonne idée dans un monde imprévisible. Mais peu de temps après, des choses inexplicables ont commencé à se produire dans la famille Winkler. Marie, qui venait d'accoucher, avait décidé de reprendre sa vie en main. Elle s'était inscrite dans une école de formation pédagogique avec l'espoir d'obtenir un diplôme et de réaliser son rêve, aider les enfants malades. Elle semblait déterminée à prouver qu'elle pouvait apporter une contribution positive au monde malgré les épreuves. Puis vint le 1er décembre 2005. Ce jour-là, Marie a reçu un chèque prétendument lié à un gain de loterie, une aubaine, pensait-elle, qui pourrait enfin soulager leur situation financière. Sans réfléchir, elle a emprunté de l'argent pour payer une prime d'assurance, convaincue que le paiement tant attendu viendrait rapidement. Pour combler l'attente, elle a même emprunté une somme équivalente à la banque. Ce fut le début d'une descente aux enfers. Le chèque était faux. Marie, désespérée, a tenté de couvrir ses traces. Elle a ouvert un compte bancaire, y a déposé une petite somme d'argent et, dans un geste naïf, a tenté de manipuler le système pour retirer 7 000 $. Une opération ambitieuse, mais vouée à l'échec. En février 2006, la réalité l'a rattrapée. La banque a rejeté l'opération. Prise de panique, Marie a continué ses manœuvres, modifiant adresse postale et coordonnées bancaires pour détourner les courriers et éviter les soupçons. Mais chaque action la plongeait plus profondément dans le chaos. Pendant ce temps, Matthew n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Ironiquement,
il recevait des félicitations de son père pour l'amélioration de leur situation financière. L'argent que Matthew avait obtenu grâce à une indemnisation pour un accident récent avait presque effacé leurs dettes. Il était fier d'avoir remis sa famille sur les rails, tandis que sa femme, dans l'ombre, s'enfonçait dans un gouffre dont elle ne savait comment sortir. Puis, tout s'est accéléré. La banque a contacté Marie, exigeant des explications. Ces opérations étaient illégales et une enquête pour fraude risquait d'être ouverte contre elle. Un employé bienveillant lui a proposé une solution, contracter un crédit de 5 000 $ pour couvrir ses erreurs. Mais le compte était commun avec Matthew, et sans son accord, Marie ne pouvait rien faire. Plutôt que de tout avouer à son mari, elle est restée silencieuse. Elle a promis de réfléchir, mais dans son esprit, le piège se refermait. L'angoisse montait, son cœur s'emballait. Chaque appel de la banque était un coup de marteau supplémentaire, un rappel cruel de l'impasse dans laquelle elle s'était mise. Pendant que Marie cherchait désespérément une issue, le destin allait frapper une fois de plus, avec une violence inouïe. Une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Le 22 mars 2006, une étrange absence a troublé la communauté religieuse de la petite ville. Les Winkler, connus pour leur dévouement sans faille à l'église, devaient assister comme toujours au service paroissial. Matthew, en tant que pasteur, devait même prononcer un sermon important. Quant à leurs 3 filles, elles devaient se joindre aux autres enfants. Mais à l'heure prévue, personne n'était venu. Ce silence a rapidement pris des allures d'alerte. La famille Winkler n'avait jamais manqué un tel événement. Jamais. L'ancien de l'église, inquiet, a tenté de les joindre par téléphone, mais aucun appel ne trouvait de réponse. Le malaise s'est propagé parmi les paroissiens. Quelque chose clochait. Un des serviteurs de l'église, poussé par une intuition macabre, s'est rendu chez les Winkler. La maison, vue de l'extérieur, semblait vivante. Des lumières étaient allumées et la télévision crachait son vacarme à plein volume. Pourtant, malgré les coups frénétiques à la porte et les appels répétés, personne ne répondait. La scène était devenue inquiétante. Aidé par des voisins et d'autres membres de l'église, l'homme a cherché des clés de secours, retrouvées après une fouille dans un vieux débarras. À 21h, la porte a enfin été ouverte. Ce qui attendait derrière cette porte a marqué les témoins à jamais. Sur le lit conjugal, Matthew Winkler gisait dans une mare de sang. Il portait un simple pyjama, son corps était froid, presque figé dans le temps. Autour de sa bouche et de son nez, une mousse sanglante séchée semblait avoir été étalée, comme un geste étrange et troublant. Les serviteurs, horrifiés, ont composé le 911. Les policiers et les secours ont rapidement investi les lieux, mais il était trop tard. Matthew Winkler, âgé de 31 ans, était déjà mort. Alors que la maison grouillait de policiers et de curieux refoulés à l'extérieur, une question glaçait tous les esprits. Où étaient Marie et les enfants? La voiture familiale avait disparu, tout comme la femme et les filles du pasteur. Les enquêteurs, dans un premier temps, ont redouté le pire, un enlèvement. L'idée que le reste de la famille puisse être en danger a déclenché une alarme générale. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient agir vite, chaque minute comptait. Mais dans les heures qui ont suivi, un doute s'est glissé dans l'esprit des enquêteurs. L'examen de la scène du crime révélait une étrangeté dérangeante. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun combat apparent. La blessure de Matthew était nette, une seule balle, tirée directement dans la poitrine. L'homme avait eu le temps de s'effondrer, de suffoquer dans son propre sang, puis de mourir seul dans sa chambre. Rapidement, l'enquête a pris une nouvelle tournure. En fouillant dans les affaires financières des Winkler, les enquêteurs ont découvert les manipulations douteuses de Marie. Chèques contrefaits, tentatives de fraude bancaire et une réputation de femme dépassée par ses propres erreurs. Marie Winkler, jusqu'alors vue comme une épouse modèle et une mère aimante, est devenue suspecte. Désormais, elle n'était plus seulement une victime potentielle, mais une criminelle recherchée. Son nom ainsi que ceux de ses enfants ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées. Les forces de l'ordre n'ont pas mis longtemps à retrouver sa trace. Grâce à la localisation de son téléphone portable, les enquêteurs ont découvert qu'elle se trouvait à Orange Beach, une ville côtière de l'Alabama, à près de 600 km de la scène du crime. La police locale, alertée en urgence, s'est mise en chasse. Le 23 mars 2006, la cavale de Marie Winkler
a pris fin d'une manière aussi banale que brutale. Vers 19h30, des agents de patrouille ont repéré la mini-fourgonnette des Winkler, effectué un demi-tour dans une zone interdite. Le véhicule suspect a immédiatement attiré l'attention. En quelques instants, 3 voitures de police ont encerclé la fourgonnette dans le stationnement d'une épicerie. Les policiers ont agi avec une prudence extrême. Dans leur esprit, Marie et ses enfants pouvaient être otages d'un agresseur. La situation était tendue, l'incertitude pesait lourdement. Mais à leur grande surprise, c'est Marie elle-même qui était au volant. Avec une expression vide, presque détachée, elle a calmement écouté ses droits, s'est rendue sans résistance et a été escortée, avec ses enfants, au commissariat de police. À l'arrière de la voiture, les enquêteurs ont découvert un fusil de chasse calibre 12, l'arme qui avait servi à abattre Matthew Winkler. Les 3 filles du couple, Patricia, Marie-Alice et Brianna, étaient terrifiées. Interrogées, les 2 aînés ont raconté une histoire troublante. Un criminel s'était introduit dans la maison, leur mère avait pris une arme pour les protéger, mais il était trop tard. Leur père avait été touché et elles avaient dû fuir pour échapper au meurtrier. Dans leur innocence, les petites filles croyaient encore que leur père était vivant et qu'il se trouvait à l'hôpital. Mais pour la police, le tableau était déjà clair. Il n'y avait pas eu d'intrus. Marie était la seule suspecte. En attendant, les enfants ont été confiés à des proches, comme Marie l'avait demandé. Pendant les 2 jours de sa cavale, Marie avait traversé 600 kilomètres avec ses filles, organisant pour elles de véritables vacances. Piscine, jeux, rires. Comme si elle voulait leur offrir une dernière parenthèse enchantée, consciente que la fin était inévitable. Mais cette escapade désespérée n'avait fait qu'aggraver sa situation. Le lendemain, Marie est passée aux aveux. Sa voix douce et hésitante contrastait avec la gravité de ses paroles. Elle a raconté qu'une dispute avait éclaté la veille avec Matthew. Après cet échange tendu, ils avaient décidé de dormir séparément. Marie, troublée, s'était retrouvée avec le fusil de chasse que Matthew gardait dans un placard pour se défendre. Elle a affirmé que tout s'était déroulé dans un brouillard, un état de confusion totale. Elle ne se souvenait pas comment elle avait pris l'arme. Elle se rappelait seulement un bruit assourdissant suivi de l'image de Matthew tombant du lit, la bouche pleine de mousse sanglante. Elle répétait comme une incantation. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Mais pour l'accusation, cette version était loin d'être convaincante. Le procureur a souligné des détails troublants qui indiquaient une préméditation. Avant le meurtre, Marie avait débranché le téléphone portable de son mari, empêchant toute possibilité d'appel à l'aide. Elle connaissait parfaitement l'emplacement du fusil de chasse et avait accédé à l'arme sans difficulté. Pourquoi une femme douce, aimante, se serait-elle transformée en meurtrière? Le mobile restait une énigme. Les enquêteurs ont avancé 2 théories. Soit Matthew avait découvert les machinations financières de sa femme, et cela avait mené à une confrontation fatale. Soit Marie, terrifiée à l'idée que ses fraudes bancaires soient révélées, avait agi préventivement. Dans les 2 cas, pour le procureur, il s'agissait d'un meurtre prémédité. Libérée sous caution de 750 000 $, payée grâce à l'hypothèque de la maison familiale par son père, Marie s'est retrouvée en attente de son procès. Pendant ces mois, elle a trouvé un petit emploi dans une blanchisserie, loin des regards accusateurs et des murmures incessants. Pourtant, personne ne parvenait à comprendre ce qui avait bien pu pousser Marie Winkler, cette femme si douce, si effacée, à abattre son mari de sang-froid. La communauté entière était sous le choc. Les habitants, qui connaissaient Matthew comme un homme pieux, un père aimant et un pasteur respecté, refusaient d'accepter qu'il ait pu mériter une telle fin. L'enquête a révélé que Marie Winkler avait falsifié des documents bancaires et commis des fraudes financières totalisant 17 500 $ via une pratique appelée check kiting. Plusieurs banques avaient tenté de régler le problème à l'amiable, mais Marie, par peur que son mari ne découvre ses actions, avait ignoré leurs demandes. Lors du procès, Marie a changé sa version initiale concernant le meurtre de son mari, expliquant qu'elle avait agi en état de choc. Sa défense a présenté Matthew comme un tyran domestique qui la soumettait à des violences physiques, sexuelles et émotionnelles. Il l'aurait humiliée en l'obligeant à porter des vêtements suggestifs, regarder des films pour adultes afin de reproduire ses actes lors de leurs ébats sexuels.
Marie a également accusé son mari de maltraitance envers leurs enfants. Le jour du drame, après que leur bébé pleurait au petit matin, Matthew, en colère, aurait tenté d'étouffer l'enfant. Craignant pour la vie de sa fille, Marie a pris un fusil pour intimider son mari, mais aurait tiré accidentellement. En état de panique, elle a fui avec ses enfants. Le procureur, sceptique, a souligné les incohérences de Marie, affirmant qu'elle avait tué son mari pour dissimuler ses fraudes financières. Le jury a dû trancher entre des versions contradictoires et examiner des peines allant d'1 année de prison à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, risquant ainsi pour Marie de perdre ses droits parentaux. Le 19 avril 2007, après des semaines de témoignages, d'arguments et d'émotions à vif, le verdict est tombé. Marie Winkler a été reconnue coupable, mais pas de meurtre. Le jury a retenu un homicide involontaire. Une décision qui se situait quelque part entre la justice et la clémence, une ligne floue qui n'a laissé personne indifférent. Les délibérations ont duré près de 8 heures, reflétant les tensions et les désaccords au sein du jury. L'affaire reposait désormais entre les mains du juge, chargé de décider de la peine définitive. Marie risquait jusqu'à 6 ans de prison, mais ce qui a suivi a laissé l'Amérique sous le choc. Le jugement est tombé comme un coup de tonnerre, 210 jours de prison. Avec les 5 mois qu'elle avait déjà purgés avant le procès, Marie ne devait passer que 60 jours supplémentaires dans un établissement psychiatrique avant de retrouver sa liberté. Une sentence si légère, si inattendue, qu'elle a divisé la nation entière. Pourquoi? Pourquoi une telle indulgence pour une femme accusée d'avoir abattu son mari d'une balle en pleine poitrine? Le juge et le jury ont justifié leur décision en affirmant que Marie avait été victime de violences domestiques poussée au désespoir après des années d'humiliation silencieuse. Ce qui avait particulièrement marqué les esprits, c'était la démonstration de ces fameuses chaussures à plateforme, celles que Marie affirmait avoir été forcée de porter pour satisfaire les fantasmes de Matthew. Dans cette petite ville du Tennessee, les femmes avaient pris fait et cause pour Marie. Elles voyaient dans cette affaire non pas un meurtre prémédité, mais la révolte ultime d'une femme brisée, enfermée dans une cage invisible. Pourtant, le parquet, lui, ne décolérait pas. Pour l'accusation, ce geste ne relevait en rien de l'homicide involontaire. Marie Winkler avait pris l'arme, l'avait chargée, était entrée dans la chambre où Matthew dormait, avait pointé le fusil sur son mari et tiré. Pour eux, cela ne pouvait être qu'un acte prémédité. Mais malgré leurs appels insistants, le tribunal a refusé d'ouvrir un nouveau procès. L'affaire était close. La sentence a provoqué un véritable tollé dans l'opinion publique. Les proches de Matthew Winkler étaient indignés, criant à la parodie de justice. Pour eux, cette peine n'était qu'une gifle infligée à la mémoire d'un homme aimé et respecté. Et ce n'était pas fini. En août 2008, une nouvelle bataille a éclaté, celle de la garde des 3 filles. Les parents de Matthew, accablés par la perte de leur fils, se sont battus avec acharnement pour obtenir la garde des enfants. Ils affirmaient que Marie était une criminelle, une mère indigne qui avait tué leur fils de sang-froid. Mais, contre toute attente, le tribunal a tranché en faveur de Marie Winkler. La mère meurtrière a récupéré la garde complète de Patricia, Marie-Alice et Brianna. Une victoire qui a ajouté une couche supplémentaire à l'indignation de ceux qui la voyaient comme la seule responsable de cette tragédie. Quant aux accusations de fraude, elles se sont tout simplement évanouies. Officiellement, les manipulations financières avaient été le fruit des décisions de Matthew, qui, selon la défense, aurait forcé Marie à agir contre son gré. Aujourd'hui, l'affaire Marie Winkler demeure l'un des cas les plus controversés de l'histoire judiciaire américaine. Une affaire qui soulève encore des questions sur la violence domestique, la culpabilité et la justice imparfaite qui tente de naviguer dans un océan de vérités contradictoires. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un acte de désespoir ou un meurtre prémédité? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines affaires troublantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle affaire.